C'est pas grave. Il n'y a pas de photos? Oui, tout pareil. Des photos. Bon, après avoir passé de l'ouest à l'est, on reprend les interventions dans l'ordre qui est prévu. Donc, j'invite M. Christian Lagarde, qui va nous parler sur le thème « Opter pour une politique linguistique d'établissement, Shanghai et ou COP2 ». À vous. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque qui est vraiment de très bonne tenue et dont le contenu me tient à cœur. Alors je me présente rapidement. Donc je suis hispaniste, je suis sociolinguiste et pendant 12 ans, j'ai eu la responsabilité de la création et ensuite du fonctionnement du centre de langue de l'université de Perpignan-Via Dovicia, qui est à la frontière sud. Et ce que vous allez voir, c'est que vous avez entendu pour l'instant des collègues qui avaient l'écho, du moins l'écoute de leur hiérarchie. Dans mon établissement, ça a été un petit peu plus difficile et les résultats restent relativement lacunaires. En fait, si vous voulez, le sociolinguiste que je suis vous dira que de la même façon qu'il y a toujours une politique linguistique, même lorsqu'elle est implicite, lorsqu'elle n'est pas formulée, il y a toujours une politique linguistique au niveau des établissements d'enseignement supérieur, même lorsque celle-ci n'est pas formulée. D'une certaine manière, la sortie de l'implicite vers l'explicite a été favorisée par précisément les injonctions externes, à la fois au niveau national et au niveau européen. Et donc les établissements, d'une certaine manière, ont été mis au pied du mur. Alors qu'est-ce que c'est que l'université de Perpignan? C'est une petite université pluridisciplinaire qui est frontalière avec la Catalogne et l'Espagne. Je ne vais pas entrer dans les détails qui sont d'actualité. Alors, cette université se prévaut dans sa communication, je cite, de 130 diplômes, 9500 étudiants, 120 nationalités. Je vais ajouter, en fait, dans les cursus, dans l'ensemble des cursus, on a confronté à ces 120 nationalités 2 langues ou 2 langues et demie. Autrement dit l'anglais, l'espagnol et dans une certaine mesure le catalan qui est la langue régionale et transfrontalière. Donc, si vous voulez, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est la disjonction entre l'affichage et les moyens mis en œuvre dans cet établissement. En fait, si vous voulez, tout d'abord, il a fallu combattre une certaine vision, je dirais, monolinguiste des fonctions d'un centre de langue. Par exemple, j'ai eu la plus grande difficulté à imposer le S pluriel à centre de langue. Au départ, tout le monde écrivait centre de langue E, puisqu'il s'agissait essentiellement, dans certains esprits, de former à l'anglais et au seul anglais. Le fait, évidemment, d'être sociolinguiste, et donc d'être un tenant du plurilinguisme a fait que j'ai réussi à imposer donc ce S pluriel. Comment? Eh bien, tout simplement par, disons, la création d'une offre, mais une offre étendue, simplement sous forme de diplôme d'université, de DU. Et vous savez sans doute que les DU sont soumis à autofinancement. Autrement dit, les étudiants sont amenés à payer et donc, du point de vue gestionnaire, on essaie de faire équilibrer les comptes de façon à ouvrir le plus possible de langues et de niveaux. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est une perversion, parce que, au fond, ce que devrait faire l'établissement en matière de financement, il le délègue, en fait, donc aux usagers, comme on dit, donc dans la pratique quotidienne. Autrement dit, on finance une politique, les étudiants, les usagers sont amenés à financer finalement une politique linguistique que l'établissement, pour des raisons d'étroitesse budgétaire, mais aussi sans doute pour des raisons, stratégiques, ou d'absence de stratégie positive, donc sont amenés à déléguer.
Alors, au terme, si vous voulez, de 12 années d'exercice, puisque je me suis arrêté en 2014, je dirais que se posent un certain nombre de questions que je voudrais aborder un petit peu en bloc en tant que différents facteurs de la politique linguistique d'établissement. Tout d'abord, il y a le facteur humain, qui est très important. Le facteur humain, c'est d'une part la personnalité des dirigeants, c'est-à-dire du président et de son équipe de direction, qui peut être amené, disons, à être perméable ou pas à la question des langues. Et on sait, dans le cadre de l'autonomisation des universités, comment, ou combien plus exactement, le pouvoir local, disons, de décision, de gouvernance, est important. Alors tout dépend bien sûr de l'intérêt pour les langues de ces équipes-là, et tout dépend aussi de leur faculté à s'en remettre à la technicité donc des linguistes ou des enseignants, disons, qui sont en charge, qui peuvent être en charge de ces responsabilités. Il y a aussi, je crois qu'il faut le souligner parce que ça ne sera pas dit et je pense que ça arrive bien souvent, il y a aussi le facteur relationnel. Autrement dit, la personne en charge à qui on délègue en quelque sorte la politique des langues, encore faut-il qu'elle soit en symbiose ou en tout cas en accord avec les autorités de l'établissement. Pour ma part, sur les 12 années, j'ai traversé 3 mandats avec des fortunes diverses, c'est-à-dire avec un portage très fort au cours du premier mandat et ensuite, du fait de positionnement interne à l'établissement, m'étant retrouvé en quelque sorte en position d'opposant. J'ai été en quelque sorte mis dans un placard et le service lui-même en a pâti, autrement dit financièrement, en étant réduit à la portion congrue. Donc ça, ce sont des choses qui existent aussi, des fluctuations. Parce qu'au fond, dans un établissement, ce qui est important, c'est la continuité, justement, de l'investissement. Il y a aussi, donc, par ailleurs, les injonctions de la tutelle ou des tutelles. Et de ce point de vue-là, je l'ai esquissé tout à l'heure, donc les injonctions, par exemple, au niveau de l'évaluation, des agences d'évaluation, qui évaluent les politiques linguistiques aussi qui sont menées, les injonctions à l'échelle européenne, l'introduction donc des niveaux du CECRL, l'introduction des CLES ont amené à une structuration beaucoup plus importante et beaucoup plus universelle, disons, au sein de l'établissement, surtout lorsqu'il est pluridisciplinaire, de l'offre de formation. Et cela, c'est très important. Et ensuite, donc, le troisième aspect, ce sont les synergies avec l'environnement. Alors, du fait de l'autonomisation de plus en plus grande donc, des établissements, les partenariats donc institutionnels et les partenariats d'entreprise, lorsqu'ils peuvent exister, sont très importants dans le développement précisément d'une politique linguistique d'établissement. Pour ce qui est de l'université de Perpignan, la particularité transfrontalière mérite d'être soulignée. Alors, l'université est considérée comme étant une des 19 universités catalanes de manière transfrontalière à travers le réseau Joan Luis Vives, donc qui est censé coordonner tout cela. Alors de ce point de vue, je dirais, les choses sont à la fois facilitées, mais se heurtent à un certain nombre d'écueils. Très sommairement, on peut dire que la culture linguistique de part et d'autre de la frontière, alors d'une part la culture administrative, c'est-à-dire la mise en place du processus LMD donc, est différente en Espagne et en France. D'autre part, donc, on se heurte à des écueils purement linguistiques, c'est-à-dire que la formation en catalan du côté perpignanais est très lacunaire. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté du sud de la frontière, donc le français n'est plus ou presque plus enseigné.
Par contre, donc, les Français connaissent pour la plupart l'espagnol, mais pour des raisons politiques qui ne vous échapperont pas avec l'actualité, l'espagnol actuellement en Catalogne est très mal considéré, ce qui amène finalement, paradoxalement, deux établissements comme l'Université de Perpignan et l'Université de Gérone, qui sont distants de 100 km, à interagir le plus souvent en anglais, comme lingua franca, plutôt que dans une des deux langues qui pourrait s'imposer, ou une des trois langues qui pourrait s'imposer. Donc cette synergie, donc elle est, vous le voyez, à la fois économique, politique, culturelle, et elle est aussi identitaire, dans la mesure où, à Perpignan, on revendique la catalanité, sans forcément se donner les moyens, disons, d'une politique qui mènerait à une réelle mise en adéquation transfrontalière. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager comme modèle de politique linguistique d'établissement? Alors évidemment, on s'est aperçu jusqu'à maintenant, et je pense que ça se confirmera, que tout est fonction et variable donc, selon les contextes à la fois donc, géographiques, les structures d'établissement, les moyens aussi dont ils disposent. Mais plus que les moyens, il y a, me semble-t-il, une nécessité d'une volonté politique de la part des équipes de direction des universités qui peuvent éventuellement pallier l'absence des moyens. Ce que l'on voit et, de manière très claire, c'est que les gouvernances des universités sont promptes, disons, à faire des calculs quant au coût, à l'implication budgétaire donc des politiques linguistiques qui sont menées, et du coup donc à réduire le plus possible l'offre de façon à réduire les coûts. Donc, si vous voulez, cela, c'est un élément qui est parfaitement tangible. Par contre, les établissements ont tendance, pas tous, heureusement, mais certains établissements, dont le mien, ont tendance à ne pas envisager de manière suffisamment solide quel est l'intérêt de mener une politique linguistique d'établissement qui soit d'abord parfaitement en adéquation avec le contexte et d'autre part qui puisse donc être un facteur de recherche de notoriété, d'attractivité et d'exportabilité et donc d'employabilité maximale de ses ressortissants. En fait, il faut aussi mesurer à travers les mobilités étudiantes qui sont faites, enfin qui se produisent, quels sont les atouts et quelles sont les lacunes, disons, qui pourraient être comblées. J'entends par là le fait que quand on se prévaut d'accueillir 120 nationalités, encore faudrait-il prendre en compte justement ces nationalités, leur langue, et on s'aperçoit à travers l'étroitesse de l'offre qui est faite aux nouveaux arrivants dans l'établissement qu'il y a une inadéquation complète. Donc en fait, il y aurait un travail à faire de ce point de vue-là, et il me semble que dans tout établissement qui se respecte aujourd'hui, cette chose-là est à envisager. D'autre part, quand bien même, disons, les étudiants étrangers viendraient d'eux-mêmes, autrement dit qu'ils ne seraient pas dissuadés par un accueil linguistique défaillant, eh bien, il faut aussi envisager une formation solide aux langues et au plurilinguisme en particulier, en vue des mobilités sortantes. Et de ce point de vue-là, comme toute université actuellement est scrutée d'un point de vue statistique dans justement ces indices ou ces taux de réussite, ces taux d'employabilité en CDD, en CDI, etc., à l'international, eh bien, les universités devraient toutes se rendre compte que, au fond, les coûts qui sont parfaitement enregistrés sont aussi, on peut mettre en face d'eux, on peut les considérer plus exactement, ces coûts, comme un véritable investissement, justement,
dans à la fois la notoriété de l'établissement et dans donc, les perspectives d'employabilité des étudiants formés. Alors, pour en terminer, je voudrais revenir sur mon intitulé qui a pu surprendre par rapport à ce que je disais là. Eh bien, la perspective pour un établissement, oui, la perspective pour un établissement, c'est donc soit donc une politique qui viserait uniquement, comme dans Centre de langue au singulier, à la promotion de l'anglais comme langue globale, ou au contraire une politique qui viserait à accentuer, à mettre en perspective la diversité des langues. Et donc c'est une perspective que j'ai appelée COP 21, 22, 23, 24. Voilà, je vous remercie.